Bienvenue sur Voie lactée. Vous écoutez l'épisode 5 de L'actu sous le radar. Écoutez bien le silence autour de vous. Est-il vraiment vide? Aujourd'hui, on plonge dans la neurorésonance, le piratage de votre cerveau par le son. Bonjour. Alors, pour planter le décor de ce décryptage, il faut savoir que les documents sur lesquels on se base aujourd'hui, ils proviennent d'une fuite massive, une fuite d'archives scientifiques confidentielles qui date de 2026. Ouais, des documents internes, quoi. Exactement. Et en fait, ce que ces rapports exposent, ça dépasse, mais alors de très loin, le simple marketing sensoriel ou la petite musique d'ambiance qu'on connaît depuis des décennies. L'objectif clinique de ces fuites, c'est de nous montrer comment le libre arbitre du grand public est en gros court-circuité. Discrètement, en plus. Très discrètement, oui. Court-circuité par des architectures entières qui émettent des fréquences totalement invisibles. On est vraiment face à une ingénierie du comportement à l'échelle industrielle. C'est une perspective qui est profondément angoissante, en fait. Surtout quand on réalise que le son, notre environnement acoustique quotidien, c'est plus juste un décor passif, c'est devenu une porte d'entrée. C'est devenu une arme, carrément. Ouais, une interface d'intrusion. D'ailleurs, en préparant ce dossier, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est que si on pousse la logique de ces documents jusqu'au bout, le son, même de notre propre discussion, l'audio de cette analyse qu'on est en train de diffuser là, il pourrait théoriquement contenir ces fréquences cachées. Ah, techniquement, le médium lui-même pourrait être compromis, oui. C'est le principe. C'est ça qui est fou. On parle d'une menace qu'on ne peut ni voir, ni entendre consciemment. Du coup, il faut absolument qu'on décortique les mécanismes physiques derrière tout ça. Comment est-ce qu'on arrive concrètement à pirater un cerveau avec du silence? Alors, la base de tout ça, le mécanisme fondamental, ça repose sur un truc neurologique bien documenté. Ça s'appelle le brainwave entrainment, ou l'entraînement cérébral. L'entraînement cérébral. D'accord. Voilà. En fait, le cerveau humain a une faille, une sorte de vulnérabilité structurale. Ces impulsions électriques ont une propension très naturelle à se synchroniser sur des stimuli rythmiques externes. Si le rythme extérieur change, le cerveau s'aligne. Un peu comme des métronomes qui finissent par battre ensemble, quoi. C'est la métaphore parfaite. Sauf que pendant longtemps, pour obtenir cette synchronisation, il fallait des casques audio spécialisés ou même des électrodes posées sur le crâne. La vraie rupture technologique de 2026, c'est qu'ils ont réussi à déployer ça directement dans l'espace public. Sans casque, juste dans l'air. Sans casque, en utilisant ce qu'on appelle des transducteurs piézoélectriques. Alors, on va s'arrêter sur ce terme direct, transducteur piézoélectrique, parce que c'est vraiment là que le rapport bascule en la science-fiction, enfin, la science-fiction concrète, quoi. C'est vrai que le nom fait un peu peur, hein. Bah oui, quand on pense à la diffusion du son, d'habitude on imagine fatalement des haut-parleurs, genre des grilles cachées dans les plafonds, une membrane qui pousse l'air. Mais là, ces documents ils décrivent un système où l'enceinte acoustique disparaît totalement. Il n'y a plus de haut-parleurs du tout. Non, il n'y en a plus besoin en fait. La physique de la piézoélectricité, ça permet d'éliminer ça. Pour faire simple, un matériau piézoélectrique a cette capacité de se déformer très légèrement quand on lui applique une tension électrique. Ok, donc il bouge. Voilà, il vibre. En envoyant des impulsions électriques des milliers de fois par seconde, on crée des vibrations mécaniques microscopiques. Et concrètement, ces petits moteurs, ils transforment n'importe quelle surface solide en émetteur. N'importe quelle surface. N'importe laquelle. Le verre d'une grande vitrine, l'acier d'un couloir de métro, la banquette en bois d'un centre commercial. C'est l'architecture elle-même qui se met à pulser à des fréquences inaudibles. Mais attends, c'est comme le principe du diapason en fait, hein. Ah oui, c'est très similaire. Genre, si on frappe un diapason et qu'on le pose sur la table entière se met à vibrer et elle amplifie la note. Sauf que dans le scénario des rapports de 2026, la table, c'est le bâtiment entier. Et la corde qui se met à vibrer, en résonance, de manière complètement incontrôlable, c'est notre cerveau. C'est ça. Le bâtiment donne littéralement le là et notre matière grise s'aligne docilement. Votre comparaison illustre très bien la contrainte physique que subit l'organisme. Et il faut savoir que les ingénieurs ne balancent pas ces ondes au hasard. Ils ciblent des humeurs, c'est ça? Exactement, ils modulent les fréquences pour imposer des états neurologiques très spécifiques. Si on regarde l'observation des centres commerciaux de 2026, on voit une utilisation massive des ondes alpha. Les ondes alpha, ok. Ça fait quoi sur nous? Ce sont des ondes qui se situent entre 8 et 12 Hz. Le but clinique ici, c'est d'induire une relaxation complètement passive. Ces fréquences, elles sont masquées derrière la petite musique d'ambiance ou le simple brouhaha du lieu.
Ah ouais, le bruit de fond normal, quoi. Voilà, et sous cet effet, le public plonge dans un état de flânerie continue, on erre sans but précis, l'esprit critique s'engourdit vraiment et on perd un peu la notion du temps. Idéal pour faire du lèche-vitrine sans regarder l'heure. C'est dingue. Mais du coup, si l'objectif c'est d'influencer le comportement avec les murs, j'imagine que l'effet inverse est tout aussi recherché, non? Je veux dire, un centre commercial veut nous retenir, mais une gare routière à l'heure de pointe, elle cherche exactement le contraire. Les ondes alpha pour nous détendre, ce serait complètement contre-productif dans un couloir de métro bondé. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que les infrastructures de transit utilisent l'autre extrémité du spectre, les ondes bêta. Les ondes bêta. Oui, celles qui sont situées entre 13 et 30 Hz. C'est un peu l'équivalent biométrique d'une légère injection d'adrénaline. L'environnement injecte un stress artificiel continu dans la foule. Un stress artificiel? Exactement, juste pour que les gens se dépêchent. Exactement. Les données montrent que cette plage fréquentielle précise accélère mécaniquement la vitesse de marche des piétons. Ça augmente la tension musculaire, même très légèrement. C'est une méthode d'optimisation des flux qui est redoutable. Donc, si je comprends bien, le métro n'a plus besoin d'agents pour demander aux gens d'avancer. Non, l'infrastructure empêche physiquement la formation d'attroupements. Pas avec des panneaux ou des annonces au micro, mais en modifiant l'activité électrique cérébrale de la foule. On force le mouvement par la fréquence. C'est fou. On règle l'humeur collective comme on réglerait, un thermostat. On stresse les gens pour qu'ils marchent plus vite, on les détend pour qu'ils s'attardent devant des boutiques. C'est littéralement du piratage d'ambiance, et honnêtement, c'est déjà terrifiant. Et pourtant, ce n'est que la surface. Bah oui, parce qu'en poursuivant la lecture des archives, on réalise que l'ambiance, c'est que la couche superficielle. L'ingénierie s'infiltre beaucoup plus profondément dans notre biologie, en fait. Le but, c'est pas seulement de nous mettre dans de bonnes dispositions, c'est de désactiver nos défenses logiques. C'est là qu'on passe de la simple influence à la manipulation pure, oui, et ce passage s'opère par l'utilisation d'une troisième catégorie d'ondes, les ondes θ. Θ, d'accord. Ce sont des ondes qui oscillent entre 4 et 8 Hz. C'est la fréquence naturelle que produit le cerveau humain juste avant de basculer dans le sommeil. Un état d'hypnose légère, si vous voulez. Donc on est à moitié endormi debout. En quelque sorte. Les cliniciens de 2026 ont découvert que cibler cette fréquence précise, ça permet de mettre littéralement en veille le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie de la raison, c'est ça? Oui, c'est la zone spécifique du cerveau qui gère la prise de décision logique, la planification à long terme et surtout la prudence. Sous une résonance θ artificielle, la capacité d'évaluer rationnellement une dépense ou un comportement est chimiquement suspendue. Ok, donc on ne réfléchit plus. Le niveau de suggestibilité devient maximal. Le filtre critique est abaissé. Mais, attends, il y a une faille dans cette logique, non? L'être humain, c'est pas juste un morceau de chair qui réagit bêtement. Je me dis, si on marche dans un endroit, qu'on ressent soudain un brouillard mental étrange et une envie compulsive d'acheter un truc dont on n'a pas besoin, la conscience peut tirer la sonnette d'alarme. Vous pensez à une forme de résistance mentale? Bah oui, la rationalité peut reprendre le dessus, analyser la situation, se dire « là je suis manipulé » et simplement bloquer l'impulsion. Genre, par la pure force de la volonté. On est plus fort que le mur du magasin quand même. Alors, c'est un espoir légitime, mais l'ingénierie comportementale a largement anticipé cette résistance cognitive. C'est là que les documents deviennent vraiment glaçants. Comment ça? Pour s'assurer que la volonté ne puisse pas interférer, la technologie contourne complètement le cerveau conscient. Les modulations acoustiques de très basse fréquence ne visent pas seulement les neurones, elles ciblent le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, ok, donc les réflexes de survie. Plus précisément, le nerf vague, c'est le nerf crânien majeur, celui qui sert d'autoroute d'information entre le cerveau et nos organes internes, comme le système digestif, le cœur ou les poumons. Ok, et le son touche ça. Oui, par des micro-vibrations invisibles, l'environnement va stimuler artificiellement ce nerf pour générer des sensations physiques brutes, des choses tangibles. Ah ouais, donc on crée de faux signaux biologiques, carrément. Exactement. La manipulation peut produire une soif soudaine qui vous assèche vraiment le fond de la gorge, ou bien une fringale qui provoque de véritables contractions de l'estomac. Alors qu'on a déjà magé. Exactement. Le corps ne souffre d'aucun déficit nutritionnel réel, mais la personne ne se bat plus contre une idée suggérée par une pub. Elle obéit à un besoin physique urgent imposé par son propre corps. Mais comment c'est possible de calibrer un truc pareil sur une foule qui bouge en permanence? Enfin,
pour induire un état physique de cette nature ou même pour créer les fameuses boucles de dopamine qui sont mentionnées dans le rapport. Il faut que le stimulus soit parfaitement synchronisé avec la physiologie des gens, non? C'est un prérequis technique, oui. Mais comment un mur ou, je sais pas, une vitrine piézoélectrique, ça peut connaître mon rythme cardiaque pour se caler dessus? À moins que, je sais pas, à moins que je porte une montre connectée qui soit compromise. On se fait pirater par nos propres objets? Non, même pas besoin d'objets connectés. Les senseurs sont purement environnementaux et optiques. La technologie s'appuie sur ce qu'on appelle la vidéoplétismographie. La vidéo quoi? Vidéoplétismographie. En gros, les caméras de sécurité standards, celles qui sont déjà partout, sont couplées à des algorithmes très puissants. Ils sont capables de lire les micro-variations de la couleur de la peau du visage à chaque battement de cœur. C'est une blague? Il voit notre sang battre à la caméra? Exactement, même si c'est invisible à l'œil nu. Le système scanne la foule en temps réel, il calcule une moyenne des rythmes cardiaques de la zone, et ensuite il synchronise les pulsations piézoélectriques sur cette moyenne. L'infrastructure bat littéralement au même rythme que le cœur humain. Waouh! Et le pire, c'est que cette synchronisation déclenche mécaniquement la sécrétion de dopamine. Les individus finissent par développer une addiction physique à l'espace commercial, lui-même. À l'espace, pas au produit. Exactement. Le retour dans cette boutique en particulier n'est plus motivé par un produit, mais par le besoin physiologique de recevoir cette dose de bien-être neurologique clandestin. On y va pour se sentir bien, sans savoir pourquoi. Prendre le contrôle des organes internes, falsifier la sensation de faim, pirater le circuit de la récompense à distance. Enfin, je veux dire, c'est plus du marketing abusif, là. C'est une véritable usurpation d'identité biologique. On s'approche du comptoir en se croyant complètement libre de commander une boisson, alors que notre nerf vague a été actionné à distance comme un vulgaire interrupteur. L'illusion du choix est totale. Total, ouais, parce que notre propre corps nous ment. C'est vertigineux. Et le truc, c'est que les documents ne s'arrêtent même pas à cette manipulation diffuse des foules. Ils détaillent aussi des opérations carrément chirurgicales. Oui, on entre dans le domaine du ciblage ultra précis. La capacité d'extraire un seul individu au milieu de centaines d'autres dans un môle et de le cibler lui, et lui seul. Comment ils font ça tout? Le passage à l'échelle individuelle, ça s'appuie sur la technologie du sound beaming, ou le faisceau sonore paramétrique. Le faisceau sonore, comme un laser mais avec du son. C'est ça. Voyez, un haut-parleur traditionnel, ça émet des ondes qui se propagent dans l'air de façon omnidirectionnelle. Un peu comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, les ondulations s'élargissent à la surface. Oui, tout le monde autour l'entend. Mais le haut-parleur paramétrique, lui, utilise des fréquences ultrasoniques. Et l'ultrason, par sa nature physique, ne se disperse presque pas. Il avance en ligne droite, ça forme un cylindre acoustique très étroit. Ok. Et le signal audio réel, la voix ou la publicité, est encodé dans ce faisceau ultrasonique. Donc, il traverse l'air dans un silence total et le son ne redevient audible qu'au moment très précis où il percute un obstacle solide. D'accord. Juste pour être sûr de bien comprendre la granularité de ce ciblage. Imaginons deux personnes assises côte à côte sur un banc. Le faisceau frappe la première personne. Elle entend une voix, une suggestion publicitaire ou un son bien précis. Et la personne qui est assise à aller 20 cm d'elle, juste à côté de son épaule, elle n'entend absolument rien. Absolument rien. Le voisin immédiat baignera dans un silence complet. C'est complètement dingue. Le faisceau enveloppe uniquement le crâne de la cible. Et le mécanisme d'intrusion tire parti d'un autre phénomène anatomique fascinant, la conduction osseuse. La conduction osseuse, comme les casques de sport. Le même principe, oui. Lorsque le faisceau ultrasonique percute la tête, la pression acoustique fait vibrer l'os temporal de manière imperceptible. Et cette vibration mécanique se transmet directement à travers la boîte crânienne jusqu'à la cochlée, dans l'oreille interne. Donc ça passe même pas par les oreilles. Non, le son ne passe jamais par le conduit auditif externe ni par le tympan. Mais s'il n'y a pas d'onde sonore dans l'air et que le son naît directement de la vibration du squelette, à l'intérieur même de la tête, l'impact psychologique de cette méthode doit être monstrueux. Il l'est, profondément. Ben oui, parce que quand on entend un son venant de l'extérieur, d'habitude le cerveau le cartographie, cherche la source, on tourne la tête. Mais si le son est généré par l'os lui-même, il contourne tous nos filtres spationnants. Exactement. Les concepteurs de cette technologie appellent cela l'effet de voix interne. Voix interne, oh mon Dieu. L'absence de source directionnelle externe plonge le cortex dans la confusion. Pour résoudre cette dissonance cognitive, le cerveau assimile souvent le stimulus à sa propre production. Il l'adopte, en quelque sorte. Donc la personne ciblée, elle pense que c'est elle qui se parle à elle-même. Souvent, oui.
L'individu ciblé est alors intimement persuadé que la pensée, l'envie soudaine d'une marque précise ou même l'émotion ressentie a germé de manière purement organique dans son propre esprit. La manipulation devient indétectable par le sujet lui-même. C'est glaçant. Mais ça m'amène à une autre réflexion. Si cette ingénierie de l'ombre, elle permet de viser un individu isolé, avec une telle précision chirurgicale, et ça juste pour des motifs commerciaux, que se passe-t-il lorsque ces outils quittent les centres commerciaux? C'est là qu'on entre dans l'application sécuritaire. Ouais, parce que la lecture des archives devient encore plus oppressante quand on aborde le déploiement de ces technologies par les autorités à l'échelle d'une population entière, sous couvert de sécurité publique. Oui, les documents classifiés relatifs au projet Silent Harmony confirment ce basculement brutal vers l'administration autoritaire des foules. Silent Harmony. L'harmonie silencieuse. Rien que le nom, ça fait très 1984. C'est très orwellien, oui. Ce programme expérimental, il décrit l'utilisation de générateurs d'infrasons pour le maintien de l'ordre face à des tensions sociales majeures ou des rassemblements contestataires. Des infrasons, donc des sons très graves. Très grave. Ce sont des fréquences situées sous la barre des 20 Hz. Elles sont trop graves pour être perçues par l'oreille humaine, mais leur énergie physique traverse les bâtiments, les murs, et bien sûr, elle pénètre les organismes. Historiquement, l'usage du son dans le maintien de l'ordre, comme on l'a vu avec les canons acoustiques, ça cherche surtout à provoquer une douleur aiguë insupportable pour forcer la dispersion d'une foule. C'est l'équivalent auditif du gaz lacrymogène, en fait. Le projet Silent Harmony, il s'inscrit dans cette continuité d'armes dites non létales. C'est là que la stratégie change du tout au tout. La doctrine de Silent Harmony est exactement l'inverse de l'arme douloureuse. Ah bon? Il ne s'agit plus de disperser par la douleur, car on sait que la douleur génère souvent de la panique, de la colère et des mouvements de foule très imprévisibles. Le but clinique qui est documenté dans ces archives, c'est le calme forcé. Le calme forcé. Ouais. Tous les organes humains possèdent des fréquences de résonance naturelles. En saturant une place publique d'infrasons spécifiques, on induit une résonance qui va abaisser artificiellement le rythme cardiaque de toute la foule d'un coup et qui perturbe le liquide de l'oreille interne. Et physiquement, ça fait quoi sur les gens dans la rue? Le résultat biologique immédiat, c'est une apathie physique sévère, une sensation de lourdeur écrasante et une fatigue léthargique soudaine. Ils endorment la manifestation, quoi. Le système désamorce toute velléité d'action, de mouvement brusque ou de rébellion, en privant tout simplement, physiquement, la foule de son énergie vitale. C'est l'étouffement par la fréquence. Ce n'est plus du marketing, là. C'est une arme de maintien de l'ordre qui ne dit pas son nom. C'est la matraque transformée en fréquence. La force publique n'a même plus besoin d'intervenir physiquement, de déployer des agents ou de provoquer des affrontements visibles à la télé. C'est invisible et très propre en apparence. L'outil de répression devient un simple réglage d'oscillateur qui draine l'énergie même d'une contestation bien avant qu'elle ne prenne forme. C'est terrible. Mais en même temps, saturer ainsi la biologie humaine de fréquences inaudibles, de modulations piézoélectriques et d'infrasons de manière continue, il y a un moment où l'organisme ne peut pas l'absorber indéfiniment. Je veux dire, il doit bien y avoir un point de rupture anatomique face à ce trafic de données invisibles, non? Bien sûr, et les concepteurs le savaient, les rapports médicaux qui sont inclus dans la fuite abordent directement cette question sous le terme de syndrome de saturation. Le syndrome de saturation? Le corps qui lâche? En fait, l'architecture neurologique humaine n'a tout simplement pas évolué pour traiter une densité continue de requêtes biométriques et d'interférences autonomes de ce genre. En 2026, l'exposition permanente à cette pollution acoustique armée a déclenché de véritables crises sanitaires endémiques. Des symptômes graves. Oui, les cliniques notent une flambée spectaculaire des cas d'acouphènes neurologiques. Et attention, il ne s'agit pas de dommages mécaniques au tympan comme après un concert trop fort. C'est quoi alors? C'est le cerveau lui-même qui, surstimulé en permanence par des attaques inaudibles, se met à générer des sifflements fantômes constants en réponse au stress extrême. Les cas d'insomnie réfractaire se multiplient, accompagnés d'un état de brouillard mental généralisé, le fameux brain fog. Ah ouais? Le système nerveux finit par s'effondrer sous le poids d'un environnement qui le pirate 24 heures sur 24. Une société qui tombe malade du silence qui l'entoure. L'épuisement cognitif qui devient, genre, l'état de base de la population. Quand on réalise que chaque mur, chaque vitrine, chaque place publique cherche à accéder à notre nerf vague ou à mettre notre cortex en veille, on se retrouve dans une dystopie totale, où l'environnement bâti est activement hostile. C'est le terme exact, un environnement hostile. Face à un quadrillage invisible aussi absolu, franchement, la résignation semble être la seule issue.
Est-ce qu'il y a, dans ces centaines de documents, la moindre trace d'une contre-mesure? Une méthode pour retrouver, je sais pas, la souveraineté de son propre espace mental? Heureusement, oui. Les archives identifient l'émergence d'une résistance, qui est d'ailleurs classée comme menace critique pour le système. C'est le mouvement des Silence Hackers. Les silence hackers. Ouais. Cette frange de la population a décidé d'utiliser les mêmes lois de la physique acoustique pour créer des moyens de défense. Leur équipement principal, c'est l'oscillateur de défense, souvent appelé le jammer. Le jammer, le brouilleur. Ce sont de petits dispositifs portables qui sont capables d'analyser l'environnement en temps réel. D'accord, analyser c'est très bien, mais comment on bloque physiquement une fréquence qui voyage dans l'air ou qui fait vibrer le sol? On ne peut pas dresser un mur de briques instantanément autour de soi en marchant dans la rue. L'intervention ne se fait pas par un mur, elle se fait par la contrephase acoustique. La contrephase? En acoustique, c'est un principe basique. Les capteurs très sensibles du jammer repèrent instantanément les ondes θ, les pulsations piézoélectriques ou les faisceaux ultrasoniques en approche. Et là, en une fraction de seconde, le processeur de l'appareil calcule l'inverse exact de la fréquence intrusive. Le miroir de l'onde, quoi. Exactement. Et il émet cette onde opposée. Sur le plan de la physique stricte, lorsque deux ondes parfaitement inversées entrent en collision, elles s'annulent mutuellement. L'énergie acoustique disparaît, purement et simplement. Waouh! L'appareil génère ainsi une bulle de neutralité physique autour de son porteur. Le silence absolu est restauré artificiellement. C'est incroyable. C'est comme ouvrir un parapluie numérique au milieu d'une tempête invisible d'ondes. C'est l'image parfaite. On traverse la zone de transit, ou le centre commercial, on voit littéralement les gens autour de nous ralentir ou accélérer sous l'effet des manipulations environnementales, mais sous cette bulle de contrephase, l'organisme reste intact. On garde son libre arbitre sous le parapluie. Oui, mais cette logique de protection a inévitablement engendré un nouveau marché, très lucratif. Les documents d'analyse économique de 2026 observent l'apparition d'espaces commerciaux totalement inédits. Ils les appellent les sanctuaires. Les sanctuaires? C'est des bunkers? Non. Ça ressemble à des cafés normaux, des espaces de coworking ou de simples salons de lecture. Mais leur valeur n'est plus ce qu'on y consomme. Leurs murs intègrent des matériaux ultra absorbants et surtout, le bâtiment entier est équipé de jammers industriels qui rejettent absolument toute fréquence externe. Donc, ils vendent le silence. L'unique argument de vente de ces établissements, la vraie marchandise qu'ils monétisent à prix d'or, c'est la garantie d'une protection fréquentielle absolue. L'assurance de pouvoir formuler une pensée organique non altérée. C'est un vertige monumental quand on y pense. Le fait d'avoir simplement ses propres pensées, de ressentir ses émotions sans qu'un algorithme ne les ait déclenchées. Le silence authentique, non militarisé. C'est devenu un produit de luxe exclusif. On paye un abonnement ou un ticket d'entrée super cher juste pour s'offrir le droit de ne pas être piraté neurologiquement le temps de boire un café. C'est déprimant. C'est l'ultime privatisation, oui, celle de notre propre esprit. Ouais. Mais cette architecture de contrôle, elle soulève une question difficile qui mérite vraiment une introspection collective pour conclure. Avant même que ces technologies ne soient déployées par les gouvernements ou les immenses conglomérats urbains, est-ce que le terrain n'était pas déjà préparé? Comment ça? Depuis des années, la société cherche l'optimisation mentale à tout prix. À force d'écouter en boucle des playlists concentration binarale sur nos téléphones pour forcer notre productivité au travail, à force de chercher à hacker notre propre sommeil avec des ondes réparatrices diffusées dans nos écouteurs le soir, est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes habitué notre biologie à être réglée par une source externe? N'avons-nous pas volontairement ouvert la porte en nous traitant nous-mêmes comme de simples machines dont on pouvait ajuster les fréquences sur commande? C'est ça la vraie question. C'est une réflexion troublante, effectivement. Votre pensée est votre dernier sanctuaire. Ne laissez personne régler votre fréquence à votre place. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Actu sur le radar sur Voie lactée. Partagez ce dossier, restez vigilants et surtout, restez sous le radar. À très bientôt.